Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un navigateur qui fait un peu figure d'ovni dans le paysage actuel, Vivaldi. On l'entend souvent présenté comme l'alternative pour ceux qui cherchent, disons, plus de contrôle, plus de fonctionnalité que ce qu'on trouve chez les grands noms. La question qu'on va se poser, en regardant un peu les tests, la doc technique, c'est de comprendre ce qui le rend si différent. Est-ce que c'est juste un navigateur avec quelques options en plus, ou est-ce qu'il y a une vraie philosophie derrière sur ce que devrait être notre accès au web? C'est une bonne question, et je pense que pour bien cerner leur projet, on peut l'aborder sous 3 angles. D'ailleurs, ce sont les 3 piliers qu'ils mettent eux-mêmes en avant. La puissance, la personnalisation et la vie privée. Ça résume assez bien toutes leurs propositions de valeur. Parfait. Alors, commençons par la puissance. Ce qui frappe tout de suite dans les tests, c'est que Vivaldi, c'est pas juste un navigateur. C'est presque une suite logicielle. On y trouve un client de messagerie, un agenda, un lecteur de flux RSS, tout ça intégré. Oui, directement dedans. Mais attendez, un client mail dans le navigateur là, c'est fou, ça va complètement à contre-courant de la tendance actuelle où on sépare tout, on met tout dans des web apps dédiées. Pourquoi ce choix? C'est fascinant parce que c'est un retour totalement assumé à l'idée des suites Internet du début des années 2000. L'objectif, c'est de recréer un poste de pilotage unifié. Un poste de pilotage. Oui, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir 10 onglets ouverts pour tes mails, ton agenda, tes notes, tes actus, tu centralises tout. Ça vise avant tout à réduire ce qu'on appelle la fragmentation de l'attention. On passe moins de temps à chercher le bon onglet et plus de temps à être productif. Mais ce côté tout en un, est-ce que c'est pas un risque? On peut vite tomber dans l'usine à gaz, non? Un logiciel qui essaye de tout faire, mais qui au final ne fait rien parfaitement. C'est le reproche qu'on pourrait faire, ouais. Et c'est un vrai débat. Mais Vivaldi, en fait, ne cherche pas à être le plus léger ou le plus minimaliste. C'est un parti pris. Il vise un public bien précis. Les utilisateurs intensifs, les technophiles, D'accord. des gens pour qui le gain de temps lié à l'intégration des outils, il surpasse la potentielle lourdeur. Pour eux, l'efficacité d'un flux de travail unifié est plus importante que la performance brute sur une seule tâche. Je vois. C'est une question de priorité. Et cette logique de puissance, on la retrouve aussi dans la gestion des onglets eux-mêmes. Les tests parlent beaucoup de la juxtaposition d'onglets, par exemple. Afficher plusieurs pages côte à côte. Exactement. Ou l'empilement d'onglets, qui permet de les regrouper. On peut avoir une pile recherche pour l'article A et une autre pile facture à gérer. Ça désencombre énormément. C'est déjà pas mal. Mais la fonction qui va encore plus loin, ce sont les espaces de travail. Là, on crée des environnements complètement distincts. Par exemple, un espace boulot avec tous les outils pro et un espace perso avec les réseaux sociaux, les loisirs, et on bascule de l'un à l'autre en un clic, sans que les contextes se mélangent. C'est vraiment puissant. C'est vrai que pour quelqu'un qui travaille toute la journée dans son navigateur, ça peut être un vrai plus. Mais pour un usage, disons, plus classique, ça risque pas d'être un peu trop complexe, toutes ces options? Si, c'est possible, il y a une petite courbe d'apprentissage, c'est sûr. Et pour montrer jusqu'où il pousse le concept, pour les power users, il faut parler des chaînes de commandes. Les chaînes de commandes. En gros, c'est une fonction qui permet de créer des macros. On peut créer une seule commande qui va par exemple ouvrir 3 sites précis côte à côte, les mettre en mode lecture et prendre une capture d'écran. Et tout ça, on le déclenche avec un seul raccourci. Ah oui, là on est dans l'automatisation pure et dure. Exactement. D'accord, on a bien l'image du poste de pilotage. Et cette idée de productivité, j'imagine qu'elle passe aussi par le confort d'utilisation. C'est là qu'on arrive à leur deuxième pilier, la personnalisation. C'est tout à fait ça. La philosophie est radicalement opposée à celle des navigateurs qui optent pour une interface minimaliste, très épurée, mais surtout figée. Avec Vivaldi, presque tout est modulable. On peut bien sûr changer les thèmes, les couleurs, mais surtout on peut déplacer n'importe quel élément de l'interface. N'importe quel élément. Ou presque. La barre d'onglet, on peut la mettre en haut, en bas, à gauche, à droite. Pareil pour la barre d'adresse. Déplacer la barre d'adresse en bas de l'écran, par exemple. Est-ce que c'est juste un gadget esthétique ou est-ce que ça a un vrai intérêt utilisatif? Pour certaines personnes, c'est fondamental. Sur un écran très large, avoir les onglets sur le côté, c'est beaucoup plus lisible. Sur un écran tactile, avoir la barre d'adresse en bas, c'est plus simple pour les pouces. L'idée, c'est pas que tout le monde va tout changer, mais que si un truc te gêne dans ton travail, t'as la possibilité de le bouger. C'est l'outil qui s'adapte à l'humain et pas l'inverse. Voilà. Et un petit détail que les tests ont relevé et que je trouve assez sympa, l'interface peut même adapter sa couleur dominante à celle du site qu'on visite.
C'est subtil, mais ça rend l'expérience plus immersive. Et au-delà de l'apparence, il y a des options de personnalisation fonctionnelle assez uniques, comme les gestes de souris, non? Ça me paraît être une fonction de niche. C'est une fonction de niche, mais elle est emblématique de leur approche. L'idée, c'est qu'en maintenant le clic droit, on dessine une forme simple pour exécuter une commande. Un trait vers le bas, ça ouvre un onglet. Un L inversé, ça le ferme. Et ça, les gens l'utilisent vraiment? Une fois que c'est dans la mémoire musculaire, c'est incroyablement rapide. Plus rapide qu'un raccourci clavier, parce que la main quitte pas la souris. Donc oui, pour ceux qui s'y mettent, c'est un gain d'efficacité énorme. D'accord. Et l'autre fonctionnalité souvent citée, ce sont les panneaux web. Ça, c'est quoi exactement? Ah oui, ça c'est très très malin, ça permet d'ancrer n'importe quelle page web dans un volet sur le côté du navigateur. On peut y mettre sa messagerie, un fil d'actu, un site de traduction, le site reste visible et fonctionnel à côté de la fenêtre principale. Ah oui, c'est pratique pour garder un œil sur quelque chose. Exactement, j'y ai mis une doc technique que je consulte tout le temps. Le fait de ne plus avoir à chercher l'onglet correspondant 10 fois par jour, ça change vraiment la donne en termes de concentration. On transforme un simple site en une sorte d'application intégrée, quoi. Tout ça dessine le portrait d'un outil extrêmement dense, c'est vrai. Mais toutes ces fonctionnalités, le mail, l'agenda, les notes, la navigation, ça veut dire qu'on lui confie une part énorme de notre vie numérique. Et là, la question de la vie privée devient absolument centrale. Tu mets le doigt dessus, c'est le troisième pilier. Et sans lui, les deux autres ne tiendraient pas. La promesse de base, c'est un bloqueur de pub et de tracker intégré, et activé par défaut. Pas besoin d'installer d'extension. Il y a aussi un partenariat avec ProtonVPN, accessible directement depuis l'interface. Mais le plus important, ce n'est même pas dans les outils, C'est-à-dire? c'est dans leur modèle économique. Vivaldi le dit très clairement sur son site. Pas de profilage, pas d'analyse de données. Leur business model repose sur des partenariats, par exemple avec des moteurs de recherche ou des services mis en favori. Ils touchent une commission si on les utilise. Ils affirment ne pas collecter et ne pas vendre les données de navigation. C'est une différence majeure avec les navigateurs dont la maison mère est un géant de la pub. La promesse est forte, d'accord? Mais soyons un peu critiques. Les tests sont clairs. Vivaldi est basé sur Chromium, le projet open source de Google. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un navigateur construit sur les fondations d'un géant de la publicité pour protéger notre vie privée? Il n'y a pas une contradiction fondamentale, là? C'est la question que tout le monde se pose. Et elle est légitime. Il faut bien faire la distinction entre Chromium et Google Chrome. Chromium, c'est la base, le moteur open source. De nombreuses entreprises y contribuent, comme Microsoft, Intel, Vivaldi eux-mêmes. Google Chrome, c'est Chromium plus tous les services de pistage et de synchro de Google. Et donc Vivaldi ferait le ménage? C'est ça. Ils prennent cette base open source, ils retirent tout le code qui communique avec les serveurs de Google et ils le remplacent par leur propre service. Et comment on peut en être sûr? C'est là que la technique est importante. L'un des points clés, c'est leur système de synchronisation. Quand tu synchronises tes mots de passe, ton historique, tes favoris entre tes appareils, toutes ces données sont chiffrées de bout en bout. C'est-à-dire, Ça veut dire qu'elles sont cryptées sur ta machine avant d'être envoyées sur leurs serveurs, qui sont d'ailleurs en Islande. La seule clé pour les déchiffrer, c'est toi qui la possèdes. Concrètement, ça signifie que même l'entreprise Vivaldi ne peut pas lire tes données. C'est une garantie technique très solide. Et c'est pareil pour leur outil de traduction intégré, ils passent par leur propre serveur pour ne pas envoyer les textes à des tiers. cette dépendance à Chromium, c'est donc un choix pragmatique, si je comprends bien, pour ne pas avoir à tout réinventer. Exactement. Développer un moteur de rendu web aujourd'hui, c'est une tâche colossale, ça demande des ressources gigantesques. En utilisant Blink, le moteur de Chromium, Vivaldi s'assure une compatibilité parfaite avec 99,9% du web. Donc les sites fonctionnent, tout simplement. Voilà. Ça leur permet de concentrer leurs efforts sur ce qui fait leur différence, l'interface et les fonctionnalités. J'ai vu sur leur site qu'ils publient les archives du code source à chaque nouvelle version. Ce sont des fichiers énormes, plus de 2 gigas. Si le logiciel est propriétaire, pourquoi ils font ça? C'est juste pour la forme? Pas du tout. C'est un geste de transparence qui est essentiel. Même si la licence finale n'est pas entièrement libre, cette publication permet à n'importe qui, avec les compétences techniques, de télécharger le code et de vérifier précisément ce que Vivaldi a modifié dans Chromium. On peut auditer le code, en quelque sorte. C'est ça, pour s'assurer qu'il n'y a pas de mouchard caché. C'est un contrat de confiance avec la communauté technique. Et oui, la taille de ces archives, ça donne une idée de l'ampleur du travail qu'ils ajoutent par-dessus la base. Mais toute cette complexité, tout ce code ajouté, est-ce que ça ne se paie pas au niveau des performances? C'est souvent la première crainte. Est-ce que Vivaldi est plus lent que les autres? C'est une question de compromis.
Il ne sera probablement pas le navigateur qui se lance le plus vite ou qui consomme le moins de RAM avec un seul onglet ouvert. Ce n'est pas son but. Ses performances, il faut les évaluer par rapport à son ensemble de fonctionnalités. L'idée, c'est que l'efficacité que tu gagnes grâce à ces outils compense une consommation de ressources qui peut être un peu supérieure. C'est un outil pour des machines souvent assez puissantes, où le temps de l'utilisateur est plus précieux que quelques mégaoctets de RAM. D'accord, donc si on résume, il est clair que Vivaldi, ce n'est pas un navigateur par défaut qu'on recommanderait à n'importe qui. Non, absolument pas. C'est un navigateur de choix. On a l'impression qu'il s'adresse à ceux qui veulent construire leur propre cockpit pour piloter leur navigation, pas simplement louer un siège dans un avion de ligne où tout est standardisé. C'est une très bonne image. Et ça nous ramène à la mission que l'entreprise affiche, se battre pour un web meilleur. Au-delà de l'accumulation de fonctionnalités, c'est une prise de position presque philosophique. En redonnant autant de contrôle à l'utilisateur et en s'engageant sur la vie privée, Vivaldi se positionne contre la tendance à la centralisation du web par une poignée de géants. C'est une vision qui défend un écosystème plus ouvert, plus diversifié et centré sur l'individu. C'est une synthèse très éclairante. Et tout ça soulève une question de fond pour l'avenir, je trouve. Absolument. On voit bien que la plupart des services deviennent des applications web qui tournent dans notre navigateur. Le navigateur n'est plus qu'un cadre, un simple portail. Hmm. Vivaldi, lui, semble inverser complètement cette logique. Il réintègre des outils comme le client mail ou l'agenda au sein même du navigateur. Et ça pose une question fascinante sur l'avenir de nos interfaces. Est-ce que notre fenêtre sur Internet doit rester ce simple portail transparent pour accéder à des services distants, ou est-elle destinée à redevenir une véritable station de travail intégrée, une boîte à outils qu'on peut façonner à sa propre main? Le débat est ouvert.